Bonjour. L'enseignement de l'impôt différé au sens de l'IS 12 présente beaucoup de problèmes. D'abord, l'apprenant doit maîtriser au préalable la nature des comptes et le rôle qu'ils jouent en matière d'alimentation des différentes rubriques formant les états financiers. En parallèle, l'apprenant doit être en mesure de comprendre les faits générateurs qui se trouvent derrière la reconnaissance fiscale des charges et des revenus. Ce qui accentue encore le problème, relatif bien sûr à l'enseignement de l'impôt différé, c'est l'approche bilancielle recommandée par la norme. Autrement dit, il faudrait identifier les impôts différés et les analyser en termes d'impôts différés actifs et impôts différés passifs en raisonnant sur la base des comptes appartenant au bilan et non pas sur la base des comptes appartenant à l'état de résultat, c'est-à-dire revenus comptables ou charges comptables. Dans le cadre de cette présentation, nous recommandons l'introduction de la notion d'impôt différé en se référant à une approche par le résultat, surtout si on est devant des apprenants qui n'ont pas de connaissances solides en comptabilité ou en fiscalité. Dans ce qui suit, nous détaillons notre démarche en commençant, bien entendu, par le commencement. Au fait, l'IS numéro 12 traite de deux volets, l'impôt exigible et l'impôt différé. Dans cette présentation, nous allons mettre plus de lumière sur la présentation dans un cadre pédagogique de l'impôt différé. Au fait, qu'est-ce que c'est que cette notion d'impôt différé? Pour se rapprocher du fonds économique, un principe qui est privilégié par les normes comptables internationales, les normes IS et IFRS font recours à des approximations. Le rôle de ces approximations, c'est d'augmenter ou de diminuer des comptes de bilan, et ce, dans l'objectif d'aboutir à un résultat économique. Le résultat économique véhicule une information qui est demandée effectivement par tous ceux qui s'intéressent au volet, au côté économique des affaires qui sont menées par toute entreprise. Les approximations dont nous parlons sont par exemple des réévaluations qui sont par exemple régies par des normes comme l'IS 16, immobilisation corporelle, ou l'IS 38, les immobilisations incorporelles, ou bien l'IS 40, les immeubles de placement. Aussi, donc, on parle des approximations en cas où nous serons amenés à étaler des charges dans le temps, aussi donc des constatations des pertes de valeur et ultérieurement leur reprise éventuellement, c'est par exemple le cas de l'IS numéro 36, des charges à payer, des produits à recevoir, tout ça c'est des écritures de régularisation qu'on est amené à faire généralement à la fin de chaque exercice. Et ces régularisations reflètent les exigences comptables, surtout si on se réfère à la convention de rattachement des charges aux produits. Alors toutes ces approximations sont de nature à générer dans le futur des dettes ou des économies d'impôts. Pourquoi? Parce que ça génère des revenus qui ne sont pas imposables immédiatement, mais qui le seront dans le futur, ou des charges qui ne sont pas déductibles dans l'immédiat, mais qui le seront dans le futur. Cette idée véhicule la notion d'impôt différé. Pour saisir la notion de l'impôt différé, l'IS numéro 12 recommande une approche par le bilan, dite aussi une approche bilancielle. D'ailleurs, pour comprendre les normes comptables internationales, il vaut mieux se placer du côté de cette approche. Mais parfois, pour enseigner une norme comptable donnée, cette approche s'avère un tout petit peu délicate. Cette approche consiste au fait à comparer la valeur comptable et la base fiscale du compte d'actif ou du passif affecté par une opération donnée. S'il y a une différence, alors il faut constater une différence temporaire déductible. Dans ce cas, on parle d'un actif d'impôt différé, ou imposable. Dans ce cas, on parle plutôt d'un passif d'impôt différé. Plus précisément, si la valeur comptable d'un actif est inférieure à sa base fiscale, ou bien lorsque la valeur comptable d'un passif est supérieure à sa base fiscale, dans ce cadre, on parle d'un impôt différé actif. De l'autre côté, si la valeur comptable d'un actif se trouve supérieure à sa base fiscale,
ou bien lorsque la valeur comptable d'un passif se trouve inférieure à sa base fiscale. Dans ce cas, on parle plutôt d'un impôt différé passif. Cette méthode, je rappelle l'approche par le bilan, présente pour plusieurs difficultés, surtout pour, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour les apprenants qui sont peu initiés à la chose comptable ou fiscale. Pour eux, cette norme comptable numéro 12 s'avère complexe mais parfois abstraite. Pour avoir un premier contact réussi lorsqu'on enseigne cette norme comptable internationale, nous recommandons dans cette présentation une approche par le résultat. Alors, nous commençons par la présentation des impôts différés dans les états financiers d'un groupe de sociétés. On a choisi le groupe Danone. Alors, les impôts différés actifs, on le présente dans la rubrique des actifs non courants d'une manière distincte. On voit que leur montant est quand même significatif et ces impôts différés actifs sont expliqués par la note numéro 20. Alors, côté passif, on remarque aussi que les impôts différés passifs sont mentionnés au niveau des passifs non courants, est expliqué toujours par la note numéro 24. Leur montant est quand même significatif si on le compare par rapport ou au regard des autres rubriques. Il est de 1157 millions d'euros. Ça veut dire que le groupe a enregistré jusqu'à cette date un nombre de produits qui sont reconnus comptablement, mais le fait générateur fiscal n'est pas encore survenu. Et aussi au moment où ce fait générateur fiscal se produit, alors ce groupe est tenu de payer ce montant d'impôt. Du côté de l'état de résultat, les impôts différés sont enregistrés parmi les impôts sur le bénéfice. Ici, donc, on ne les voit pas, mais c'est expliqué par la note numéro 24. Et si on analyse cette note, on va voir que l'impôt sur le bénéfice, il est composé de deux parties. Une partie qui est exigible, mais l'autre partie qui n'est pas encore exigible, c'est la partie relative aux impôts différés. Pour expliquer la notion d'impôt différé, on va prendre comme point de départ une situation simple qui survient à la date de clôture ou à la date du reporting. La facture bimensuelle relative à la consommation d'électricité n'est pas encore parvenue. Si on veut respecter le principe de rattachement des charges aux produits et le principe de la périodicité, on doit comptabiliser une charge, quoique la facture n'est pas encore parvenue. Pour comptabiliser l'opération, donc on va débiter un compte de charge, on suppose que cette dernière s'élève et elle est estimée à 100, et de l'autre côté, on va créer une dette à court terme, donc un passif courant, et on va l'appeler charge à payer. Cette charge que nous avons comptabilisée et que nous avons reconnue en tant que telle, parce que on applique une normalisation comptable qui est fondée sur des principes comptables. Est-ce que cette charge est déductible fiscalement? Bien entendu, la réponse elle est non, parce qu'on n'a pas encore vérifié une condition de forme. Donc le fait générateur fiscal n'est pas encore là. Donc cette charge n'est pas déductible fiscalement. Nous pouvons dire alors que durant l'exercice N, nous avons reconnu une charge comptable qui n'est pas encore reconnue fiscalement. Donc c'est pour cette raison, elle n'est pas déductible durant l'exercice N. Durant l'exercice N plus 1, au moment de la réception de la facture, la charge fiscale prend naissance. Bien entendu, on ne peut pas la considérer comme une charge comptable, car cette dernière a déjà pris naissance durant l'exercice N. Ce phénomène de jeu entre le timing de survenance du fait générateur de la charge comptable et celui de la charge fiscale crée ce que la norme 12 appelle la différence temporaire. C'est contrairement à une différence permanente. Dans notre cas, il s'agit d'une différence temporaire déductible. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer les fondements de l'impôt différé, en revenant aux origines de la comptabilité, au rôle de la comptabilité.
plus précisément à la fonction économique de cette dernière, de cette technique. Alors la comptabilité est en premier lieu un système d'information. C'est un art qui consiste à informer d'une manière pertinente tous les utilisateurs de l'information financière et à leur tête les investisseurs financiers qui ont, par définition ou par hypothèse, qui ont les besoins les plus larges. Donc si on arrive à satisfaire les besoins de ces derniers, donc on va automatiquement satisfaire tous les besoins des autres utilisateurs de l'information financière. D'ailleurs, c'est l'hypothèse ou le postulat du base de la normalisation, sur laquelle repose la normalisation comptable internationale. Alors, on va poser la question: les investisseurs financiers ne seraient-ils pas plus informés si on leur dit, à travers les états financiers de l'exercice N, que dans le futur, au moment où la charge à payer que nous avons comptabilisée durant N se réalisera effectivement au moment de la réception de la facture, par exemple, dans ce temps, on va réaliser une économie d'impôt. Cette dernière, annoncée dans les états financiers de l'exercice N, est appelée impôt différé actif. Si on essaye de résumer ce phénomène, alors on va dire que nous sommes devant un phénomène qui se joue en deux temps. Dans un premier temps, on va remarquer l'avènement d'un effet comptable et on va l'enregistrer sous forme d'une charge. Cette charge n'est pas reconnue fiscalement, donc elle n'est pas déductible. Quand est-ce qu'elle sera déductible? C'est dans le futur, au moment du dénouement de l'opération. Et c'est pour cette raison, dans le futur, donc on va assister à la survenance d'un effet fiscal. Il n'y a pas un effet comptable. Donc au moment de la survenance de l'effet fiscal dont nous avons parlé, donc on va dire que la charge devient déductible. Donc on va réaliser une économie d'impôt. Alors l'intérêt de l'impôt différé, c'est que avant même la survenance de l'effet fiscal, du fait générateur fiscal, on va annoncer cette économie juste avant. Donc c'est ce qu'on appelle impôt différé actif, qu'on va enregistrer au niveau des actifs non courants d'une manière distincte. Donc pour que cette rubrique apparaisse dans de l'entreprise, il faut au préalable l'enregistrer. Donc on va créer un compte d'impôt différé actif, qui est un compte d'actifs évidemment, et on va le débiter par 30 pour annoncer cette économie d'impôt futur. En contrepartie, on va créditer un compte de charge, qui est le compte impôt sur les bénéfices. Alors on peut poser la question suivante: pourquoi effectivement nous avons crédité un compte de charge? Donc ça s'appelle produit d'impôt différé. Si on crédite un compte de charge, c'est comme si on a crédité un compte de produit. Au fait, comptablement, sur le plan mécanique, technique, on a diminué ce compte. Pourquoi? Au fait, ce compte est parfois débité au cas où on constate un impôt différé passif. C'est ce que nous allons voir par la suite. Il est parfois crédité au cas où on constate un impôt différé actif. C'est le cas que nous sommes en train d'examiner. Pourquoi il est parfois débiteur, pourquoi il est parfois créditeur? C'est tout simplement pour corriger le compte impôt sur les bénéfices qu'on créera à la fin de l'exercice pour constater l'impôt exigible. L'impôt exigible, c'est un impôt à payer, c'est un impôt à liquider.
Le problème, c'est que cet impôt, pour le payer, il doit être calculé par référence à la législation fiscale, ce qui n'est pas apprécié par la comptabilité et plus précisément par le principe de la prééminence du fond sur la forme. Donc c'est pour cette raison, avec cette idée d'impôt différé, on a tendance à corriger le compte impôt sur les bénéfices. Parfois en l'augmentant, si on constate un passif d'impôt différé, et parfois en le diminuant si on constate un actif d'impôt différé. Donc ces différences temporaires ont pour objectif de corriger le compte impôt sur le bénéfice. Bien sûr, in fine, donc à la fin de l'exercice, on va aboutir à un compte impôt sur les bénéfices qui n'est pas à 100% corrigé, parce que d'autre côté, il y a des différences permanentes qui n'ont pas été, qu'on n'a pas pu corriger avec l'impôt différé, parce que les différences permanentes n'ont pas tendance à créer un impôt différé. Avec les charges à payer, la normalisation comptable internationale nous offre plusieurs autres exemples où nous sommes amenés à enregistrer des charges qui sont constatées bien entendu comptablement, mais qui ne sont pas déductibles fiscalement. Donc, il y a lieu de comptabiliser des impôts différés actifs. De ces exemples, nous pourrons évoquer par exemple les moins-values de réévaluation, et plusieurs normes poussent les professionnels comptables à pratiquer une réévaluation plus ou moins fréquente. Alors, on parle des normes IAS 16, IAS 38, les IAS 40, 41, les IFRS 5, etc. Aussi, donc, les pertes de valeur dont la constatation est recommandée par l'IAS numéro 36 s'il y a des indices internes ou externes qui prouvent qu'un élément d'actif a perdu de sa valeur, les quotes-parts des provisions pour indemnité de départ qu'on constate chaque année, et plein d'autres exemples.